Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un peu étonné par le fait que la lecture de roman peut être, non pas une ouverture sur un monde de possibles et tout ça, ça peut être une fuite dans les mots, dans les livres. Moi-même, personnellement, à une époque, je lisais beaucoup de romans, entre 18 et 24 ans, 25 ans, et c'est l'époque où j'ai le moins agi dans ma vie. J'ai trouvé une sorte de refuge là. Alors, le geste de raconter, pour celui qui écrit, c'est formidable. Il vit une expérience incroyable en faisant son roman. Mais pour celui qui va le lire, ça peut être aussi une fuite du réel dans les bouquins. Mais ça peut être une fuite, mais une fuite qui, justement, est intéressante dans la mesure où elle lui permet de se débloquer, de se déprendre, justement, de la vie qui le limite. Et ça peut ressembler à une fuite. C'est sûr que c'est pas sa vie, ses conditions, sa réalité. Non, c'est une autre réalité, c'est d'autres personnages, c'est d'autres expériences qui lui sont racontées. Mais ça va lui permettre justement de comprendre de l'intérieur ces expériences-là autres. Et puisque c'est bien écrit, puisque dans le fond, à mesure que le roman avance, à mesure que le récit avance, évidemment, on comprend un peu plus, on fait des relations, on comprend, bon, on saisit un peu plus la complexité. Alors, il y a un plaisir bien sûr, à fuir. Quand je lis encore aujourd'hui, je fuis. Je le sais que je fuis. Mais je ne suis pas capable d'endurer la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle me limite à être. Je trouve que le roman, oui, il peut être une fuite, mais d'un autre côté, c'est pas pour oublier le réel, c'est pas pour oublier les autres, c'est pas pour oublier, au contraire, des réalités, comme dans un roman que j'ai lu dernièrement, j'aurais aimé en parler un peu, un roman d'Andrea Michaud avec un petit groupe, on a lu ça, qui s'appelle Rivière tremblante. Là-dedans, on nous parle de disparition, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont disparus. Et on a le point de vue de ceux qui restent, évidemment, de ceux qui s'inquiètent, mais évidemment, ça pourrait rester des faits. Tout simplement, vous savez, il y a un enfant qui est disparu, comme la petite Cédrica. On n'a rien que cette donnée brutale-là, il n'y a rien d'autre. Là, on entre dans l'espèce de folie qui s'empare de ceux qui sont absolument désorientés parce qu'il y a quelque chose d'inadmissible, d'impensable, qui est justement cette disparition-là. Et tout ça, ça apparaît évidemment de façon très intense, dans un style, mais c'est pas nécessairement un divertissement, mais c'est une façon quand même d'entrer dans cette réalité-là. Et je trouve qu'on augmente la connaissance, on peut voir de l'intérieur, et c'est un geste d'ouverture jusqu'à un certain point que d'accepter cette espèce de folie, ce désarroi-là, et c'est une façon, je reviens à mon idée de tantôt, le pardon. C'est-à-dire que, évidemment, la première réaction de dire « c'est insupportable ça, je ne suis pas capable de voir ça, je ne suis pas capable d'être dans cette intensité-là ». Mais au contraire, là, c'est parce que la romancière sait écrire, parce qu'elle a un style qui est riche, parce qu'elle a des connaissances et ça paraît dedans, parce qu'elle a des références et ça paraît dedans, eh bien, elle nous permet justement de connaître mieux, et en connaissant mieux, ben, on est avec et on est... mais c'est exigeant. Je suis conscient que ce n'est... Quand on dit que c'est de la fuite ou du divertissement, c'est sûr que là, ça a l'air de la légèreté. Pour moi, une lecture n'est pas nécessairement légère, mais elle m'allège dans la mesure où elle me déprend de moi-même. Parce qu'à vrai dire, je trouve ça insupportable d'être moi-même et d'être rien que moi-même. Alors, je... Tu vas dans le même sens, donc, oui. Je poursuis dans le sens du don. Quand on lit, par exemple, l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, elle nous convainc presque que l'homme est un fabulateur, est un menteur, est un fraudeur. Et on se pose la question, ma foi, c'est son dernier roman, c'est son dernier essai qu'elle peut écrire. Maintenant, elle prend parti pour le roman à la toute fin. Et je me posais des questions d'ailleurs, pourquoi tient-elle tant à faire des romans, alors que
tout est issu de mensonges. Et j'ajoute quelque chose d'important, dans le même sens qu'il va. Les livres qui sont les plus vendus dans le monde actuellement, après le guide de l'auto, c'est les romans anecdotiques, c'est les romans les plus à l'eau de rose. C'est ceux, effectivement, qui sont les plus divertissants. C'est ceux qui nous permettent de fuir notre réalité, de ne jamais pouvoir la regarder en face. Et ça nous rend distraits. On est distrait du monde. Et quand on est distrait du monde, on devient docile. Et c'est ainsi qu'on fait des citoyens qui manquent de lucidité et qui obéissent à n'importe quelle manipulation. Les romans les plus vendus sont une sorte de manipulation. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Oui, mais de l'autre côté... C'est entendu qu'il y a des romans qui nous font réfléchir. Par exemple, Éric Emmanuel Schmitt, on sait que c'est un philosophe, ça se sent. C'est sûr que lire des romans de Camus, les grands historiens, les grands romanciers russes aussi, il y en a plusieurs. Mais il reste que le palmarès des romans les plus vendus, c'est les plus niaiseux, comme le cinéma d'ailleurs. Oui, mais le cinéma qui est le plus regardé, c'est le cinéma le plus divertissant. Comme la télévision. C'est celui qui nous met en dehors de la réalité sociale. Non, mais ça, c'est le phénomène social. C'est sûr que moi, je ne parle pas forcément de ce type de roman-là, mais c'est sûr que je peux déplorer que dans l'ère du temps, que ce soit ce genre de livre-là, que ce soit ce genre d'auteur-là, que ce ne soit pas des gens comme ceux que je nomme, Victor Hugo, Andrea Michaud, André Makin ou n'importe quel autre, c'est sûr. Mais je veux revenir à ton présupposé, parce que là, tu as un parti pris pour la vérité, pour le réel, pour dire ça se peut pas, puis si on s'embarque dans... Si on se met à croire à ce qui ne se peut pas, ben là, on est foutu. Mais c'est parce que ce que nous disent les romanciers, ce que nous ont dit ceux que j'ai cités tantôt, puis il y en a beaucoup d'autres qui le diraient, et moi, ben, ils le disent pas nécessairement comme ça, mais moi, ce que je dis, c'est que en disant qu'on se ment, en disant qu'on est des êtres de fiction, qu'on est traversé de fiction et que notre psychologie, que notre affectivité, que notre relation aux autres, que notre façon de comprendre le monde est traversée de fiction, si on ne l'accepte pas, on peut ne pas l'accepter, mais c'est parce qu'on se ment, parce qu'on n'y échappe pas. Si je suis né en Palestine, ça ne peut pas me donner le même regard que si je suis né en Israël ou que si je suis né au Sri Lanka ou si je suis né à Toronto. C'est pas la même chose. On a une façon de voir le monde, on a une façon de voir les rapports avec les autres, une façon de voir les rapports avec la femme, on a une façon... Alors, il y a une espèce de représentation, d'imaginaire que l'on a qui nous constitue. Alors, ça nous éloigne peut-être un petit peu d'une certaine réalité, mais d'un autre côté, ça nous la rend d'une autre façon parce que ce que disait Mario Vargas Llosa, entre autres, c'est que c'est à partir de ça qu'on peut dire il y a d'autres sortes de mondes possibles. Parce qu'évidemment, ce que tu dis, ben oui, on peut peut-être endormir... Évidemment, les systèmes concentrationnaires, les systèmes totalitaires, ils faisaient en sorte que l'histoire et la fiction s'étaient mêlées et on enrégimentait les masses en leur imposant, dans le fond, des croyances et tout ça. Alors, c'est sûr qu'il y a ça. Mais là, mais on n'en est pas là. Alors, on est dans des systèmes beaucoup plus ouverts et on ne peut pas prendre conscience qu'on est traversé de fiction, puis que dans le fond, vous savez, notre histoire psychologique, si on pense à ça, notre histoire psychologique, elle est faite de fiction. Notre mère qui nous a dit telle chose, elle nous a dit ça il y a 20 ans, il y a 50 ans, elle nous a dit ça, on a oublié bien d'autres choses, mais on retient ça. Et pour nous autres, c'est une vérité fondamentale qu'il nous a donnée, on ne peut pas s'en départir de ça. Alors, c'est une fiction qu'on s'est bâtie, c'est une représentation qu'on s'est bâtie à partir d'un langage. C'est peut-être faux, mais d'un autre côté, c'est avec ça qu'on... Alors, c'est avec ça qu'on est en relation avec nous-mêmes, avec les autres,
c'est peut-être du mensonge. Les autres vont nous dire, ben oui, t'as pas tant faire, t'as pas pensé ça, c'est pas vrai, t'as pas... Mais, bon, on est dans la fiction, oui, mais une fiction qui est... qui nous constitue. Je voulais dire que moi j'ai apprécié ta conférence, Gérald, surtout ton intérêt pour le roman. Je te connais pour savoir que tu es un boulimique de littérature, de bonne littérature. Je voulais aussi dire que moi je suis une lectrice boulimique de romans, de littérature, et je crois de tous les canaux de la connaissance qui m'ont été donnés à connaître, la psychologie, la philosophie. Il n'y en a qu'un seul pour moi qui a privilégié, et c'est la littérature, les romans. Je trouve que dans le roman, impossible pour moi, ça a été de toute façon la façon de me révéler à moi-même, de me connaître davantage, d'avoir accès pas uniquement à la connaissance universelle, mais à ma propre connaissance. Quand tu parlais du danger de la littérature, du roman, le danger que j'en vois, c'est le danger qui nous ramène à soi-même, à la connaissance de nous-mêmes. Et moi, la littérature, de toute façon, je lui dois exactement ça. C'est la thérapie par excellence que j'ai trouvée pour me connaître, mais pour me guérir aussi. Et bien sûr qu'il y a toutes sortes de littératures qu'on peut nommer peut-être plus mineures que d'autres, mais lorsqu'on lit des grands auteurs qui ont eu accès à ce qui est le plus profond chez l'être humain, aujourd'hui, je lisais justement, parce que je prépare quelque chose, La mort de Ivan Ilitch de Tolstoï. Ben, c'est une nouvelle qui est absolument petite, mais qui dit tout sur le... Tu n'as pas besoin de la philosophie, de existentialiste. Tu lis cette petite nouvelle-là et tout est là. Il n'y a pas un autre auteur qui a décrit la passion amoureuse mieux que Tolstoï quand il a écrit Anna Karenine. Là, on se reconnaît, on est là, on comprend, on n'est pas obligé de la vivre pour la comprendre, pour la saisir, pour la vivre de l'intérieur. Alors, dans tout temps, je rendrai un hommage inconditionnel au roman. Et voyons sur ça, c'est notre point. Ce que j'ajouterais, c'est parce que ce n'est pas que psychologique, c'est aussi sur le plan de la connaissance. C'est le plan, moi, de l'expérience humaine. Ce que je trouve que là où le roman est intéressant, c'est qu'on est toujours avec des personnages singuliers, dans des situations singulières, dans des relations singulières. En principe, on n'est pas dans des clichés, on n'est pas dans ce qui est trop attendu. On est dans quelque chose qui va, comme lecteur, nous surprendre et nous en apprendre sur les relations humaines et sur le fonctionnement de l'individu dans sa société, etc., etc. Alors, ça, je trouve ça important, mais ce que je trouve qui est l'avantage du roman, ou l'intérêt, je ne dis pas l'avantage, parce que je lis de la philosophie comme je lis des livres de sciences humaines, de psychanalyse, et tout ça, là, alors beaucoup de choses. Mais ce que je trouve comme avantage dans le roman, c'est que le roman, c'est un genre... Évidemment, il y a plusieurs types de romans, mais c'est un genre hybride. C'est-à-dire que... un romancier, quand il raconte son histoire, il peut nous donner un personnage qui se souvient des contes d'enfants, qui se souvient d'un mythe, d'une émission de télévision, qui se souvient, et là, tout à coup, son rapport avec l'événement. Je pense, entre autres, à ce roman-là, Andrea Michaud, dont je parlais un petit peu rapidement tantôt. Mais les personnages, quand ils réagissent justement à la disparition, ben, les références, Dieu est peut-être mort, mais les références qu'ils ont, et c'est ce qui leur vient, on pourrait dire, un peu spontanément, parce que c'est un long apprentissage, mais il y a toutes sortes de personnages de fiction qui viennent mêler et qui viennent donner des interprétations et qui viennent consoler et qui viennent expliquer. Alors, mais ce que je trouve, alors, il y a toute une somme de savoir qui est intéressante, mais ce qui est intéressant, parce que c'est un genre hybride, c'est que un grand roman, c'est toujours un livre aussi où il va y avoir, à un moment donné, de la part du romancier, des affirmations qui sont de l'ordre de la... qui sont d'ordre philosophique, je dirais, une pensée, finalement, qui vont nous dire des choses sur ce que c'est l'amour, sur ce que c'est la vie à deux, ce que c'est, je ne sais pas, ce que c'est la société. Alors, on va voir une façon
plus ou moins métaphorique de dire les choses, mais en 4 lignes, 5 lignes, pas dans un traité, mais après avoir fait un roman, après avoir raconté toute une histoire, toute une série d'enchevêtrements, il va y avoir des moments de sagesse comme ça, où là, il y a, on en apprend sur... Alors, c'est pas rien qu'on n'est pas rien que dans le divertissement, on est aussi dans des nouvelles hypothèses de lecture de ce qu'est l'expérience humaine. Et, bon, je lisais dernièrement Lisbonne? Oui, De nuit. Train de nuit pour Lisbonne. Eh bien, dans ce roman-là, qui est un roman, moi j'aime beaucoup les romans d'admiration. Le dernier Soumission de j'aurais pu en parler, mais Houellebecq, c'est aussi un roman d'admiration. D'admiration pour un écrivain fin de siècle qui est Huysmans. Alors, c'est magnifique. Mais dans ce roman-là, de Pascal Mercier, l'écrivain suisse-allemand, qui a comme pseudonyme Pascal Mercier, là-dedans, il parle des rapports humains. À l'intérieur du roman, on parle des rapports humains. Mais on arrive à cette réflexion-là, qu'on pense connaître l'autre, mais dans le fond, l'autre ne nous connaît pas vraiment, on n'est jamais vraiment en relation, parce que le vrai moi, on ne le connaît pas, et de la même manière que l'autre ne connaît pas véritablement son moi, de sorte qu'on pense se rencontrer, mais on est des ombres, ni plus ni moins, les uns pour les autres. C'est pas... Alors, mais là, il y a une vision là, de... Vous savez, on est pris avec le mythe romantique de la fusion, de l'idée qu'à un moment donné, on va se comprendre, qu'on va ne faire plus qu'un, puis qu'on va communier en esprit. Mais là, c'est dire, il y a quelque chose, c'est comme s'il disait, dans l'humain, il y a quelque chose de radical, de radicalement secret, de radicalement profond, méconnaissable à la fois à l'individu et à la fois aux autres. Alors, comment connaître vraiment les autres quand moi-même je ne me connais pas? Bon, alors, je sais que la philosophie a parlé de ça, mais d'un autre côté, cette prétention qu'on a que l'être humain peut être maître et possesseur de sa nature, et surtout des forces de sa nature en lui, bien là, c'est un peu comme si on disait, non, il y a comme cette... Mais, et là, je le dis comme ça, je le raconte de façon très banale, mais... Il y a des phrases très punchées, et c'est la même chose chez Victor Lévy-Beaulieu. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, évidemment, mais Victor Lévy-Beaulieu, il y a des phrases dans sa façon de dire les choses qui sont des phrases qui sont des phrases de grande portée, de grande sagesse, des phrases de méditation. Et moi, quand j'arrive dans le roman avec ça, je suis aux oiseaux parce que à la fois j'ai de l'intelligence, j'ai de l'imagination, et il y a une proposition nouvelle qui me dit ce qu'est peut-être la vie. C'est ça le roman. Le roman ne dit pas une vérité. Le roman formule des hypothèses au sujet de l'existence humaine. Alors, voilà comment je raconte, voilà quelle attitude j'ai à l'égard d'un certain nombre d'événements, voilà comment je mets en ordre justement cette suite des événements-là. Cette mise en ordre-là, mais ça donne un certain sens. J'agis face à ça, j'ai ma façon de dire les choses qui déjà me trahit, mais d'un autre côté, c'est une hypothèse. Il n'y a pas de vérité dernière, absolue, chiffrée, programmée, non. Et c'est ça qui est déroutant, cette espèce d'ouverture à de l'inconnu. C'est sûr qu'on n'est pas toujours dans la grande étrangeté, on n'est pas toujours, mais on est dans quelque chose de... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours lire beaucoup de romans. Moi, je me repose en lisant de la philosophie. Les romans, c'est fatigant. Je trouve ça fatigant. Ça peut l'être, en tout cas. Pour les philosophes, c'est pas fatigant, les romans. Bon. Je connais un philosophe américain, dont le nom m'échappe, comme d'habitude, un philosophe américain qui disait, en philosophie, quand on fait des thèses sur la vie humaine, quelle qu'elle soit, si on était incapable d'illustrer abondamment ces thèses-là, on ne fait pas de la philosophie. Et dans ce sens-là, que le philosophe a besoin du romancier.
Je ne fais que dire ça. Comme Freud disait qu'il avait besoin des romanciers, parce que le romancier, il considérait qu'il savait d'instinct, d'avance, ce que lui mettait beaucoup de temps à découvrir. Alors, il enviait, il y a eu une conversion littéraire à un moment donné, parce qu'il a appris beaucoup dans l'écriture du roman, en regardant les gens. Il a emprunté d'ailleurs à la littérature beaucoup de cette description des choses. Et même une référence, Édipe, évidemment, c'est une tragédie. C'est une référence littéraire. Ceux qui défendent les faits, comme tout le monde, défendent des perceptions des faits. Oui. Et quand on en rapporte beaucoup, puis qu'on fait des liens entre eux, supposément pour décrire ou expliquer, on raconte. Michel Serres dit, toutes les sciences, tous les savoirs sont des récits. Il n'y a pas toujours le côté aventure, mais peut-être. La découverte du monde scientifiquement, c'est une aventure extraordinaire. Particulièrement les êtres vivants, mais je pense à peu près n'importe quoi. C'est pour ça que il faut accepter la fuite de nos perceptions, qu'on peut appeler une fuite de réalité, pour autre chose, parce que d'une certaine façon, les représentations qu'on se fait du monde sont intolérables. À un moment donné, on n'en peut plus. Et c'est normal. Je dirais même, d'autre part, que le récit, je pense à la parabole de Jésus et l'enfant prodigue. Dans la réalité, le père bafoué, comme ça, aurait rejeté son fils, et ça, c'est la réalité qu'on connaît tous. Mais il dit, je vais vous raconter une histoire. C'est sûr que c'est pas vrai. Mais là, le père accueille à bras ouverts le fils débauché, tout ça. Et c'est plus vrai, le sentiment du père est plus vrai que le sentiment du père qui dit, je l'ai, mais dans le fond, il l'aime. Il y a une vérité. La vérité par le mensonge. La vérité par le mensonge, par la fiction, par le récit. Et dans les grandes sagesses, il n'y a pas juste Jésus. Et dans le bouddhisme, il y a plein de récits, il y a plein de contes, il y a dans le Talmud, tout ça. C'est normal de raconter, ça fait beaucoup plus comprendre les grandes choses que des prêcheurs. Voilà. Mais ce que je n'ai pas dit tantôt pour le récit, et tu en parles dans le fond indirectement, c'est que quand on fait un récit, forcément, on met en ordre des événements. Vous savez, il y a... Parce que, je le disais, bon, la vie, comme on la vit, évidemment, il y a toute une série de petits événements qui arrivent, plus ou moins intéressants, plus ou moins importants. Mais quand on fait un récit, c'est parce qu'on extirpe, justement, de la banalité ou du flot de la vie. On extirpe des événements, des fragments qu'on juge plus intéressants, plus significatifs, et on les met en ordre. Et en les mettant en ordre, bien déjà, on organise et déjà, on oriente un peu le sens. Vous savez, raconter, c'est extirper justement des fragments du réel, mais c'est plus que ça. Mettre en ordre, c'est dire qu'il y a des relations de cause à effet. Alors, on part de là, on passe par là, on s'en va vers là. Ça, c'est la version canonique, simpliste là, du récit. Alors, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Vous savez, c'est qu'il y a un événement qui arrive, il y en a un autre qui vient après. Bien là, justement, au fur et à mesure qu'on lit, au fur et à mesure qu'on reçoit ça, bien, il y a quelque chose qui se déroule, il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose qui est orienté. On est orienté vers un sens. Alors, il y a un sens, en même temps, une direction, mais en même temps, une signification. C'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui, il y en a qui me disaient ça, je ne sais plus qui me disait ça, c'est peut-être pas Marie-Marthe, je ne me rappelle plus, mais on tient de plus en plus à avoir, vous savez, parce qu'il y a eu toutes sortes d'expérimentations, évidemment, dans la fiction, dans le roman, il y a eu toutes sortes d'expérimentations. Des fois, il y en a qui nous disent, oh, on aime ça dans le fond, à un moment donné, quand le roman, c'est une histoire toute simple, qu'on nous raconte une histoire. Ça a besoin d'avoir une histoire qui est bien ficelée, vous savez, qui est plus cohérente, là, vous savez, un peu plus classique, qui part d'un début. Pas un roman où là, on fait des allers-retours, où il y a des enchevêtrements, mais c'est comme ça. Mais je pense que ça va avec la crise du sens
que l'on vit actuellement, qui est terrible, où là, il y a un paquet de choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, Auschwitz, c'est un... Mais ce que Boko Haram, ou ce que fait l'État islamique, ou ce qu'on a fait à Charles, vous savez, il y a des choses qui sont comme de l'ordre de l'impensable, de l'impensé. On ne comprend pas, on ne sait pas trop pourquoi, on donne des réponses, mais là, on arrive devant... on est déboussolé, finalement. On ne sait plus ce que ça veut dire, on ne sait plus ce que veut dire le monde qu'on habite. On voudrait l'habiter davantage. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme un émiettement du sens, il y a un émiettement de nos références. Le récit bien ordonné, le récit de la science, le récit de ceci, le récit de la philosophie, le récit de... Ben, dans le fond, nous donne... Ben, c'est-à-dire, si on en a besoin, c'est peut-être une fuite, mais ça dit aussi les ratages, ça dit aussi les manques, ça dit aussi le défaut à partir duquel et le défaut qu'on habite. Et là, on est en recherche de sens. Alors, ce besoin-là, il me semble qu'il est assez important. Alors, le succès de Fred Pellerin, par exemple, peut peut-être s'expliquer dans cet esprit-là aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une crise du sens qui nous mène devant beaucoup d'impensables, beaucoup d'impensés, beaucoup... Et les philosophes ont bien beau être là, les sociologues, mais on dirait qu'eux autres aussi ne nous rassurent pas, ils ne savent pas non plus comment parler. Alors, vous savez, on est sans mots, évidemment, à raconter un roman, faire une histoire, c'est comme une tentative d'avoir une prise sur... mais sans qu'on soit rassuré nécessairement de façon absolue. Oui. Je m'excuse, je ne vois pas complètement clair, alors là, ça se peut que je ne vois pas les mains. Oui. Alors, si vous permettez, moi, ça fait pas tellement longtemps que je fais une incursion là, dans le domaine de la philosophie. Et puis, je fais quelques lectures ces temps-ci. Et bon, de ce qu'on a parlé aujourd'hui, le roman et tout ça, ça met des événements en relation, ça met surtout des gens et des sentiments en relation. Alors, moi, dans une des lectures que j'ai fait, j'ai retiré un petit extrait. J'aimerais ça le lire, puis voir ce que vous pourriez peut-être quelqu'un aussi dégager de ça. En fait, c'est quelqu'un qui... c'est un auteur que je ne connaissais pas, puis je vais avoir de me dire à prononcer son nom. Mais je vais vous dire ce qui était écrit dans le livre, qui est sûrement rapporté d'un philosophe, là. De nous dépendent l'opinion, l'impulsion, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est de notre œuvre. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. En un mot, tout ce qui n'est pas de notre œuvre. Je ne sais pas si peut-être par un lien avec les relations, parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose, au niveau scolaire, c'est quelque chose au niveau scolaire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, on va dire au primaire, au secondaire. Et puis, la vie de tout le monde est basée sur des émotions. Moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'on réagit les uns les autres par rapport à des, comme, on va appeler ça en guillemets des préjugés, là, c'est pas ça, mais c'est ça. On réagit au niveau du mental toujours. Puis on interagit les uns et les autres au niveau du mental. Puis si, je pense qu'on aura intérêt à porter une étude là-dessus pour pouvoir simplifier les relations les uns avec les autres. Oui. Je vais répondre à ça. C'est sûr que l'individualisme qui caractérise notre époque, le narcissisme aussi, Lipovetsky, Christopher Lasch, il y en a beaucoup qui ont étudié ça. Évidemment, ça pousse à une espèce de vide où on veut tout de suite, où on veut être satisfait tout le temps, où on est malgré tout en plein désarroi. Alors, on ne sait plus par quel bout commencer. Et on a je vois beaucoup de souffrance autour. C'est-à-dire qu'on a besoin de sauver sa peau. Il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'enfermement parce que les gens ont besoin de sauver leur peau. Et mais c'est
pas facile. Je pense qu'il y a une crise de des relations humaines actuellement. Yes. Oui. C'est pas facile non plus à répondre. Mais la part qui dépend de nous, elle est toute petite. Parce que votre citation, c'est certainement une citation d'un stoïcien qui va être là. C'est ça. C'est Marc Aurèle ou Sénèque? Oui, sûrement. Ce que je veux dire, en continuant un peu ce que disait Gérald, si vous permettez, c'est que la part, selon les philosophes stoïciens, qui dépend de nous est toute petite. Dans le fond, on doit accepter ce qui ne dépend pas de nous. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus de sens, comme on disait. Puis, le seul sens qu'il y a, c'est moi. Le sens du monde, c'est l'ego. Et moi, je pense qu'on se lave. Et quand on lit des romans, souvent, on sent l'ego suinté. Les romans, c'est américain. Les romans les plus populaires. Même qu'il y a des romanciers qui racontent leur ego, qui racontent leur moi. Et je pense que les stoïciens avaient raison de dire que ce qui dépend de nous est minime, mais on vit dans un sens où on ne veut pas accepter d'autre chose que ce qui vient de moi. Et on grossit le moi, on grossit l'ego, puis on vit une période narcissique, égocentrique. Appelez ça comme vous voulez. Moi, c'est ma réponse pour le moment. Mais d'un autre côté, Jacques, ce que j'ajouterais à ça, de l'autre côté, à force de se faire dire que ce que l'on ressent, ça n'a pas d'importance, que ce qu'on imagine, que c'est du mensonge, qu'il faut l'oublier, que... Tu sais, c'est un peu comme si, quelque part, on disait l'humain que l'on est, avec ses défauts, avec ses quêtes, avec ses demandes, avec ses déviations, avec tout ce qu'il fait. C'est comme si on disait, l'humain, dans sa fragilité, on ne lui permettait pas d'être humain. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, évidemment, je parlais en disant que les philosophes, parfois, avaient l'impression de dire la vérité. Les sociologues, c'est la même chose. Les théologiens, alors, on a beaucoup... La science. On est dans la vérité. Et là, à ce moment-là, on regarde l'humain comme un objet, maîtrisable, bien entendu. On lui donne une étiquette, on l'habille d'un concept, mais on ne le laisse pas vivre. Et à ce moment-là, c'est comme si on le mettait trop à distance, c'est qu'on n'apprenait pas de... Et je trouve que c'est un enfermement, ça aussi. C'est un refus de l'humanité. On peut reconnaître, effectivement, le drame du narcissisme actuel, puis de l'égocentrisme. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le milieu littéraire, il y en a énormément. C'est assez pathétique, souvent. Et dans le monde qui nous entoure, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il peut y avoir au-delà, et malgré ce narcissisme-là, il peut y avoir des choses magnifiques qui se font dans la pensée, dans les expérimentations et dans l'approfondissement, justement, de la nature humaine. Et mais c'est ça, c'est que moi, je me dis que quand on veut donner des étiquettes, quand on dit « il faut penser comme ceci », ça serait mieux que tu organises ta pensée de cette façon-là. Je me dis oui, ça peut être une indication, mais quand ça devient une prescription, c'est comme si on ne laissait pas à l'humain la possibilité d'être lui-même et de se bâtir comme humain. Mais c'est sûr que comme... Oui. Alors c'est pour ça que je dis... Oui, il y a peut-être de la fiction, il y a peut-être du mensonge, oui, il y a peut-être du narcissisme, peut-être qu'on est dans la subjectivité. Oui, mais on est dans l'humain aussi. On est dans l'humain. Et l'humain, ben, je ne l'haïs pas. Là. Il me fait souffrir, je le trouve compliqué, je le trouve difficile à saisir. J'aime m'en éloigner souvent, mais d'un côté, je l'aime pareil. Puis le roman, les pièces de théâtre aussi. Je vais vous raconter une autre histoire. Une dernière, il faut laisser. Mais je vais vous raconter une autre histoire, quand même. Je disais
on a peur de la fiction, on a peur du mensonge apporté par la fiction, on a peur de... Mais l'autre jour, j'étais à Montréal, j'étais à une pièce de théâtre, la dernière de Wajdi Mouawad, et j'étais allé là parce que c'était une journée où il y avait une possibilité de parler avec les comédiens, ben, la comédienne et pas le metteur en scène, pas l'auteur, mais bon, la sœur de l'auteur. Et on a parlé du processus de création, on a parlé du processus, de quelle manière, justement, Wajdi Mouawad était redevable à sa sœur, parce qu'elle elle est plus vieille que lui, elle a connu le Liban, elle a connu un certain monde que lui n'a pas connu parce qu'il était trop petit. Alors, ni plus ni moins, il s'en est approprié, puis il a écrit un peu son histoire de façon symbolique. Alors, on parlait du processus, de la mécanique et tout ça. Puis là, c'était après, évidemment, le spectacle, mais je dis, on parle de tout ça, vous parlez de mécanique, mais je dis, vous oubliez le langage, vous oubliez la langue de Wajdi Mouawad, vous oubliez sa poésie. Je dis, parce qu'il ne s'est pas contenté. Alors, on parlait évidemment de la guerre, on parlait évidemment de la langue qu'on a perdue, on parlait d'un certain nombre de faits, mais Wajdi Mouawad, ce qui fait sa force, c'est qu'il a pris tout ce matériau-là, il est capable de mettre de la poésie là-dedans, et pour reprendre le mot de tantôt, je l'ai dit d'ailleurs à la dame, à la sœur de Wajdi Mouawad, je dis, écoutez, il vous a fait le don de sa poésie, il vous a donné le don de ses mots, il a fait de la poésie avec votre histoire, et il y a un langage, et il y a... Bon, alors, ce que je veux dire, tout simplement, j'ai dit, on oublie souvent le langage, on oublie souvent la manière de dire, on oublie souvent la métaphore, et je dirais... J'aime bien le roman, mais je dirais que dans le fond, l'être oublié, l'être aussi méconnu, l'être que l'on perd, l'être qu'on ne voit pas, c'est l'être de la poésie. Alors la poésie, c'est aussi un autre être oublié de nos échanges, de nos discussions. On oublie la poésie dans son langage. On oublie le langage, en d'autres mots. Alors c'est pour ça, moi je voulais vous dire que c'est ça, le langage, c'est aussi important que ce qui fait le romancier, c'est aussi la façon de dire, et évidemment, ce qui réussit à mettre en forme, qui est une façon de concentrer l'intelligence, la pensée, l'émotion, la vision de l'impossible et du possible et de la réalité, en même temps plus que la réalité. Et c'est un pari sur autre chose, sur plus d'intelligence. Bon, voilà. Moi, ça me fait penser, je connais une personne, je ne la nommerai pas, cette personne-là n'a pas pu s'instruire parce qu'elle avait de la difficulté à l'école des troubles d'apprentissage. Puis à l'époque, il n'y avait pas, parce qu'elle est assez âgée, cette personne-là, aujourd'hui, il n'y avait pas toutes les mesures qu'on a aujourd'hui qui peut être plus facilitantes. Diagnostiquer le début. Oui. Alors, cette personne-là a lu beaucoup de romans, et il a appris énormément à travers les romans parce que c'était une façon pour lui d'aller chercher une certaine instruction sans que ça soit dans le cadre académique qui était plus difficile pour lui de suivre cette méthode-là. C'est aussi une personne d'une époque où est-ce que comme disait la dame tantôt, il y a beaucoup d'émotions, vous aussi vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui est dit dans les romans qui vient de l'humain, qui vient de émotif. Il se reconnaissait à travers certains personnages et puis à certains moments, je pense que ça a été un exutoire de savoir qu'il n'était peut-être pas le seul à penser ou ressentir ces choses-là à travers les personnages. Il se retrouvait dans certaines situations, dans certains événements, etc. Puis dans certaines de ses émotions, sentiments. Puis j'écoutais aussi l'autre dame qui disait qu'elle, ça l'a aidé à apprendre sur elle-même. Je pense que si ça n'avait pas été quelque chose d'enrichissant, il aurait arrêté. Il a lu toute sa vie. Puis ses frères, qui étaient plus instruits, lui ont dit un jour à table, t'es aussi et même peut-être plus instruit que nous,
parce que tu as eu du temps pour lire, tu as eu du temps pour aller aussi vérifier, parce qu'il vérifiait pas, parce que c'est vrai qu'il y a du mensonge, il y a de l'imaginaire, etc. Mais il y a des choses qui sont vraies aussi, fait que ça l'a aidé à voyager aussi, à voir autre chose, parce que des fois, on n'a pas toujours l'occasion d'aller dans d'autres pays, etc. Fait que d'apprendre qu'il y a un autre monde qui existe à travers les romans. Fait que c'est ça que je retiens de cette personne-là. Ça m'a fait penser, est-ce que comment une personne peut aller chercher certaines choses dans le roman, puis que ça peut être très, très enrichissant, exutoire, etc. Bien, lire, c'est sûr que c'est être relié. Vous savez, on a fait à un moment donné une mauvaise étymologie, mais les philosophes, il y en a plusieurs qui l'ont dit, on est des êtres séparés. On est des êtres seuls, séparés, et c'est notre chance et notre malédiction, évidemment. Alors, lire, c'est une façon de nous relier aux autres, relier à quelque chose de différent, quelque chose qui est plus grand que nous, et parce qu'il y a des mots qui ont ramassé quelque chose et qui nous ont donné cette splendeur-là. Il y avait une citation de, je ne sais pas si c'est l'heure de quitter, mais il y avait Merleau-Ponty, dans un de ses livres, j'avais retenu ceci. C'est exactement ce que, dans le fond, dans l'esprit de ce que je pense, de ce que j'ai voulu vous dire ce soir. C'est dans l'œil et l'esprit. Il avait dit, la science manipule les choses et renonce à les habiter. Je pense qu'effectivement, en littérature, alors la science manipule les choses. Alors évidemment, tous ceux qui ont la prétention de posséder, on pourrait dire, les événements, la chose, n'importe quel objet, alors, et renonce à les habiter, alors que dans le fond, lui, sa philosophie, évidemment, sa phénoménologie, c'est une façon d'habiter le monde, et on peut mettre en lien tout ça, Bachelard, et bon, tout ce que je vous ai dit tantôt, bien entendu. C'est ce qui me fait la beauté de la littérature dans mon esprit. Merci beaucoup. On va revenir sur la poésie, à la poésie dans 2 semaines.